Salut les boys, bienvenue à l'édition Playoff de MLC Fort. Super content de pouvoir produire l'émission cette semaine. Je pensais faire le show hier, lundi, là, parce que je suis en congé, mais finalement pour des raisons X, Y, Z, notamment le stade olympique, le retour potentiel des expos, écoutez, c'est beaucoup trop mon intérêt, donc c'est ce qui fait en sorte que j'ai retardé le show jusqu'à aujourd'hui sur mon heure de lunch. Euh, c'est toujours un plaisir de faire cette émission-là, puis je vais en profiter pour faire un peu un recap de la saison dans la ML, surtout la fin, la course aux séries. Bon, la dernière émission date du trade deadline, donc depuis ce temps-là, il y a quand même à peu près une vingtaine de parties qui sont jouées par équipe. Bon, on connaît maintenant les équipes qui vont s'affronter en série, mais il y a quand même des équipes qui ont passé bien près de faire les playoffs. Euh, je pense notamment à deux équipes qu'on n'aurait jamais pensé vraiment en début de saison qui auraient été aussi proches que ça, c'est-à-dire Buffalo dans l'Est et l'Arizona dans l'Ouest, qui ont passé Buffalo à 2 points de faire les séries et 5 points pour l'Arizona. Donc vraiment une belle course jusqu'à la fin pour ces formations-là. Je tiens à dire tout un travail vraiment des deux équipes-là, mais en même temps, je dois avouer que je suis quand même assez étonné de ce résultat-là, surtout quand j'ai vu, puis c'est rien pour enlever au nouveau DG d'Arizona, ben je dis nouveau, ça fait comme... Est-ce que ça fait un an maintenant là, que Nicolas est arrivé en poste? Je me souviens plus, à peu près un an, je dirais. Euh, vraiment, avoir la meilleure attaque de la ligue, je suis tombé un peu en bas de ma chaise quand j'ai vu ça en début d'année, ou en fin d'année plutôt. Andrew Shaw avec 78 points, dont 36 buts. Mon Dieu que je prendrais ça à Montréal. Mais dans la Money League, je trouve ça un peu spécial. Mais bon, c'est rien pour enlever. Ce que j'aime du DG, c'est qu'il ne joue pas pour perdre. Puis ça paraît dans les résultats. On le voit, c'est super bien. Par contre, je me demande comment on va faire. C'est-à-dire que oui, on a 4 choix de première ronde pour l'Arizona cette année, ce qui est excellent. Mais ça aurait été vraiment plaisant d'avoir un choix hyper bien placé. Alors que là, on a un choix de Tampa Bay, Kings, Columbus qui sont tous en playoff. Et l'Arizona qui est à moins de gagner la loterie, qui va être plus que 10e au total. Là. Donc ça va être quand même plus difficile à cet égard-là. Mais bon, c'est pas une émission ML Playoff édition Arizona, c'est plutôt ML Playoff. Donc je voulais quand même faire un petit sujet par rapport à tout ça. Mais pour Buffalo, on a manqué de gaz à la fin d'année avec 2 victoires, 8 défaites. Il faut croire qu'on n'aurait pas dû partir en vacances avant de faire ça. Donc vraiment, ça a été une déception de ce côté-là. Et Toronto en a profité pour se hisser directement en série. Lui qui visait une semi-reconstruction. Et Martin, avec ses Sens, également en playoff. Mais dans son cas, avec Crawford, l'addition Crawford, ça a vraiment été, je pense, ça a été un élément clé cette année. Ça l'a aidé, malgré que Latanen a super bien fait. D'avoir deux gardiens de calibre, ça l'a aidé beaucoup l'équipe. Alors, c'est un retour aux sources pour les sénateurs qui ont manqué les séries depuis quand même quelques saisons et puis qui maintenant qui sont là avec un beau retour. Je pense une saison là, vraiment tout feu de flamme de Clayton Keller qui avait été acquis des Flyers dans l'échange Patrick Kane. Keller qui a fait 41 buts, 46 passes, 87 points. Donc excellent. Et Jonathan Tave, 93 points. Donc ça explique beaucoup les succès de l'équipe. Donc une reconstruction qui a été quand même, je ne veux pas dire rapide parce que ça fait un bout quand même que Martin fait ça, mais qui porte ses fruits. Puis j'aime l'aspect qu'on n'a pas échangé Tave. On a quand même gardé un certain noyau. Mathieu Perrault, là, depuis toujours dans ma tête, en tout cas. Yarmerson également, qu'on avait été chercher de Philadelphie. Puis Ekman Larson, était repêché originalement là. Donc c'est bien de voir les sénateurs revenir en force. Content pour lui. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder le classement général puis voir que ça prenait 90 points pour faire les séries euh, dans la conférence dans la division Atlantique et ça en prenait 106 pour faire les séries dans la division métropolitaine. Là, je ne parle pas du wildcard. Je parle vraiment de les divisions, les trois places. Donc, un écart de 16 points m'apparaît comme un écart énorme. Et si on avait simplement classé les meilleures équipes, le résultat n'aurait pas été si différent que ça, mais on aurait quand même eu Washington qui aurait pris la place de Toronto à ce moment-là. Donc, ça aurait été ça la différence. Sinon, c'est quand même bien. Au moins, il n'y a pas trop d'équipes qui ont été massacrées à cause de ça. Puis de l'autre côté, dans l'Ouest, la centrale a pris 107 points pour la troisième place contre 98 pour la Pacifique. Donc, quand même un écart encore là de 9 points. C'est pas aussi grand. C'est à peu près la moitié de l'écart de l'autre conférence. Mais ça reste énorme. Par contre, côté parité dans la ligue, il faut croire que ce qu'on appelait quand je jouais au hockey le point franc jeu,
est très payant dans la conférence de l'Est. J'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas regardé, mais je vois que quand même, sur les équipes dans la conférence de l'Est, il y a 16 équipes. Il y en a 15 qui ont 80 points et plus, donc quand même là, 15 qui jouent pratiquement pour 500 ou plus. C'est quand même étrange quand on y pense. Ça mathématiquement fait aucun sens, mais on a réussi, donc l'Est cette année, très bien performé, notamment la division métropolitaine encore une fois. Mais bon, ça c'est un petit recap. J'ai hâte de voir, j'aimerais ça faire une émission pour le repêchage, ces choses-là, mais je pense que c'est mieux de garder ça en septembre. On fait vraiment toute une analyse par rapport au changement, mais je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de mouvements cette année. Mais avant de parler de mouvements, avant de parler d'échanges, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est par rapport euh, aux séries. Donc, on connaît déjà les match-ups. Il y a déjà eu une partie qui était jouée dans l'Est d'ailleurs. Donc, je vais commencer justement par cette fameuse conférence de l'Est. Les Jackets contre Tampa Bay comme première équipe. Un affrontement que je trouve hyper intéressant. Deux équipes avec des DG qui sont reconnus comme étant des excellents DG. Deux équipes avec des DG qui ne sont pas du genre à commenter leur performance sur le forum. Donc, je ne m'attends pas à avoir une série. Là. Je me souviens une année, Clumsy avait affronté Rémi, donc Tampa Bay. Je pense à l'époque que Clumsy avait Atlanta en série. Puis Clumsy essayait vraiment là, de narguer Tampa Bay. Puis Rémi répondait pas. Puis à un moment donné, Rémi a dit quelque chose comme bah, moi, mon but c'est de gagner, mais d'écrire des commentaires de rivalité, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ben, je pense que ça ressemble beaucoup à Jerry aussi. Donc, ce ne sera pas une série, je pense, qui va être beaucoup parlée sur le forum, mais par contre, côté force d'équipe, je trouve ça super bien comme match-up. C'est vraiment deux équipes, ça peut être d'un bord comme de l'autre. Euh, c'est sûr, bon, Jerry, c'est mon ami depuis à peu près toujours, fait que c'est clair que je peux toujours avoir un parti pris, mais côté force, je veux dire, c'est quand même assez respectable des deux côtés, c'est-à-dire plus que respectable, c'est très fort des deux côtés. Tampa Bay a toujours été bon. On a quand même Brad Marchand, ça a l'air de rien de dire ça, mais Brad Marchand, c'est rendu un joueur plus qu'élite. Bon, Chris Zatan, Vincent Trocheck, Keith Yendo, Geslav. Mais je trouve que le noyau commence à être vieillissant, mais ça n'a pas d'impact sur la performance en série. Devin Dominic, qui a été échangé d'ailleurs de Columbus à Tampa Bay cette année, fait super bien. Je pense que ça va être une série qui va jouer devant le filet. Dominic contre Holby. Si Jerry n'avait pas fait ses échanges qu'il a fait avec Ryan O'Reilly, etc., j'aurais eu tendance à dire Jerry va l'emporter. Pas facilement, mais quand même clairement dans ma tête. Mais là, vraiment, c'est un pile ou face. Je vais y aller avec Columbus. Parce que oui, c'est mon ami, mais aussi parce que je pense que c'est mon feeling, puis surtout, on va se le dire, ils ont déjà une victoire de gagner. Puis je pense pas que ça va se terminer en 7. Puis je pense même pas que ça va se terminer en 6. Puis je dis pas ça parce que j'en parlais avec Jerry hier, je pense que ça va être d'un bord sur de l'autre. Je dis une des deux équipes qui va gagner, ça va se finir en 5. Je ne sais pas pourquoi, on s'attendrait à quelque chose de plus serré, mais c'est juste un feeling. Donc je vais avec Columbus en 5 pour cette série-là. Ensuite, une série super intéressante aussi, Toronto-Ottawa, la bataille de l'Ontario. Je pense que ça va être une série que deux équipes qu'on n'avait pas nécessairement classées en série. En tout cas, la plupart ne les avaient pas classées en série. Puis là, de les voir là s'affronter, c'est assez spécial. Matt Murray devant le filet contre, bon, ben là, Crawford est blessé contre Kerry Lettonen. Les deux gardiens ont bien performé cette année. Je m'attends à avoir une série qui va aller quand même loin. Euh, Ma raison me dit que Ottawa va l'emporter, mais Toronto a juste trop de joueurs d'expérience. Puis je pense que Toronto va justement en profiter. Puis je m'attends à voir Matt Murray continuer sur sa saison de rêve de 924 devant le filet. Fait que je vais avec une victoire de Toronto, puis j'y vais en 6. Je pense que ce n'est que partie remise pour Ottawa. Puis je pense que ça va faire réfléchir Nick à Toronto à savoir qu'est-ce que je fais avec mon équipe. Est-ce que là, je ralentis la cadence? Est-ce que je reviens en force? J'ai bien hâte de suivre ça, mais je vais avec Toronto en 6. L'autre série, c'est les Islanders contre les Hurricanes. Une série qu'on dirait que c'est copié-collé à chaque année. On les voit toujours. C'est la dernière année que les Hurricanes vont être bons. Je parle à court terme. J'ai regardé le line-up l'autre jour des Hurricanes. C'est un line-up qui est vieillissant. Sans dire que ce pas des joueurs finis, mais c'est plus la même équipe que c'était. Tu sais, des Ryan Kessler, des Alexander Steen, des TJ Oshie, des Zach Parise, des Rick Nash, bon, Justin Williams, Ron Enze. Je viens de nommer tous des joueurs qui sont du mauvais côté de la trentaine. Ben Bishop, 31 ans, fait encore super bien cette année, mais on s'entend qu'il n'y a pas 26 ans. Je veux dire, il reste encore une couple de bonnes saisons, mais
On a un beau noyau, c'est Tyler Johnson, Steven Stamkos, c'est encore quand même jeune. Mais il nous manque, là, il y a comme puis d'ailleurs, je viens de le mentionner, il manque comme, il n'y a pas de joueurs de 22 ans qui sont forts dans l'équipe en ce moment. Là. On a soit 26, 27 ou plus, ou on a des prospects, mais on n'a pas l'entre-deux. Puis je pense que c'est pour ça aussi que Julien va rebasser. Donc cette année, encore une fois, ça n'a pas nécessairement un impact par rapport au résultat, mais j'ai pas un bon feeling pour les Hurricanes. Je pense que c'est comme, sans dire la fin d'une dynastie, parce que ça n'a pas été une dynastie, mais la fin d'une puissance. Euh, puis je pense qu'ils vont faire un scénario justement similaire aux Islanders ont fait il y a quelques années, c'est-à-dire prendre 2 pas ou un pas par en arrière pour en prendre 2 par en avant plus tard. Ben, je pense que c'est ça, dans le cas des Hurricanes qui les attendent. Puis justement, les Islanders ont pris cette patience-là. Ça a été payant. Puis on a eu Longvis qui est venu pour accélérer un peu le processus. Puis le mélange d'avoir Brent Burns avec Rick Carlson, TJ Brody, euh, je pense que ça va être payant pour l'équipe, avec aussi Brook aussi. Je m'attends à voir les Islanders donc l'emporter et je prédis en 6 également. Donc voilà pour Islanders Hurricanes. Et l'autre série, Pittsburgh Devils. Savez-vous quoi? J'adore les match-ups de la conférence de l'Est. Puis je vous dis ça, là, j'ai pas analysé ça avant, mais juste à le regarder. Columbus, Tampa Bay, deux équipes qui se ressemblent, deux DG qui peuvent se ressembler, c'est-à-dire qui bougent beaucoup, mais qui sont toujours compétitifs. Toronto, Ottawa, voilà deux équipes que je n'aurais pas vues en playoff. Islanders Hurricanes, voilà le copier-coller que je vois toujours. Et Pittsburgh, New Jersey, voilà les deux équipes qui ont très surpris par rapport à le nombre de points qu'ils ont obtenus au classement. Donc, c'est comme si les équipes qui s'affrontaient dans l'Est, c'était comme leur propre miroir qui s'affrontait. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça peut vraiment d'un bord comme de l'autre. Euh, Cette année, les Devils ont une saison de rêve, terminé deuxième de la Ligue. C'est pas leur première saison de rêve, mais je veux dire, c'est vraiment tout un exploit. Euh, Pittsburgh en série après une absence de combien d'années? Je vais demander à Nunes qui nous confirme ça ou à Gilles. Ça fait plusieurs années. Là. Je me souviens d'une statistique qui dit qu'ils ont fait 4 fois les séries en 15 ans, je me rappelle bien. Mais je suis curieux de savoir c'est quand la dernière fois. Puis il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Je dis pas si longtemps, peut-être 3 ans. Mais ça fait pas 5-6 ans. Là. Je me souviens de les avoir vus en série il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Pittsburgh 106 points de classement général, New Jersey 112 points. On s'entend, c'est 6 points sur 82 matchs, ça ne veut à peu près rien dire. Moi, ce que je regarde de plus, c'est le différentiel de but. Le différentiel de but est de 45 contre 46. Donc, vraiment très, très proche. On s'entend même que Pittsburgh a marqué un but de plus. Bon, évidemment, Tampa Bay a fait 47 buts contre 15 pour Columbus, mais pour moi, le line-up, ça s'équivaut. Caroline, 44 buts contre 17 pour les Islanders. Et quand je regarde Ottawa et Toronto, 5 contre 6. Donc la même chose, tous dans le plus évidemment, là, pour les équipes en série. Puis je suis un peu triste pour mon chum Ledge qui était plus 25 et qui est hors des séries. Et pour Pascal avec son plus 23 et qui est hors des séries également, c'est très décevant comme ça. On voit plus ça dans l'Est que dans l'Ouest par rapport au différentiel dans le positif et ne pas être des séries. C'est très décevant. Mais pour revenir à Pittsburgh et New Jersey, je regarde les deux formations. Euh, c'est quand même des niveaux similaires côté talent. On peut s'affronter d'un bord comme de l'autre. Oui, il y a des forces un peu plus ailleurs. Ça dépend. Exemple, je dirais, bon, Pittsburgh, meilleur devant le filet, clairement, avec Marc-André Fleury. Puis pour moi, je regarde l'impact devant le filet est très important. Puis je regarde la saison que Fleury a eue cette année avec les Pingouins. 925, 2.34. Même Nevers, 927, 2.19. Vraiment excellent. Mohanen, le leader de l'équipe, avec Skinner. Mais on a aussi Koivu et Andersey comme deuxième duo. Je sais que les Devils ont aussi des bonnes statistiques, puis je sais que Leonard et Allen font aussi un bon boulot devant le filet. Mais côté cotes, c'est clair qu'ils n'ont pas les mêmes cotes en tant que tel devant le filet, mais quand même 927 et 920. Mais comme Marc-André Fleury, bon, c'est un gars d'expérience, j'y vais avec le gardien. Moi, c'est Pittsburgh qui l'emporte. Cette fois-ci, il va l'emporter, mais ça va être plus serré qu'on le pense. Ça va être en 7. Ça va se terminer en 7 cette série-là, mais une victoire de Marc-André Fleury. Donc, ça, c'est mes prédictions pour la conférence de l'Est. Pour la conférence de l'Ouest, si on va de l'autre côté, on a aussi des affrontements qui sont plus qu'intéressants. En première ronde, les Hawks contre les Flames. J'aime l'image. Les Flames à stabilité,
On a déjà gagné. Les Hawks, la nouveauté. J'aime vraiment ça. L'âge contre la jeunesse. L'Est contre l'Ouest. Non, ça c'est Rocky Cats. Excusez-moi, je m'emporte. Ensuite, Nashville, Winnipeg. Euh, deux DG qui sont là depuis longtemps, deux DG qui aiment ça justement parler, surtout Clumsy, mais même Frank aime ça écœurer un peu, ou beaucoup. Frank est plus par Messenger, il va être plus subtil sur le forum, mais par Messenger, il aime ça parler de son équipe et de ce qui s'en vient. Dallas Edmonton, ça me fait penser aux affrontements de fin 90, début 2000 dans ces équipes-là, Ligue nationale. Deux DG aussi là, de longue date. Je trouve que c'est un beau match-up. Puis San Jose et les Kings, écoutez, ça, c'est le match-up que me semble copier-coller des Hurricanes Islanders. Il me semble que je vois ça à chaque année. On va commencer avec Calgary-Chicago. Donc, les Flames, qui ont de peine de misère fait les séries, mais ils ont tout de même fait. Bon, 98 points, c'est excellent, mais c'est peut-être pas la même équipe qu'on voyait à l'habitude. On a fait des changements à l'équipe. Eric Stahl, Max Pacioretty, notamment, qui me viennent en tête. On avait peut-être Luke Shen a été cherché de Philadelphie en début d'année. Mais c'est pas leur année, puis je pense que même Carl en est conscient. Puis cette année, John Gibson est juste tellement dominant que je trouve ça difficile de le voir pas remporter cette série-là à lui seul. Euh, Taylor Hall très fort, mais pour moi, Chicago a une équipe hyper bien balancée, des bonnes lignes, pas de vedettes nécessairement, c'est-à-dire pas, on n'a pas un Malkin dans l'équipe ou un Ovechkin, mais on a John Gibson, mais on a aussi trois super belles lignes. On a Zetterberg qui était venu vraiment aider l'équipe, chez Weber, c'est des bons vétérans. Euh, Chicago va l'emporter, puis d'après moi, ça va être plus vite qu'on pense. Je vais avec Chicago en 5. Désolé, Carl. Félicitations, Lewis. Ou en tout cas, selon moi, félicitations. C'est peut-être une malédiction aussi que je te porte, fait qu'il ne faut pas trop s'emporter en avance à ce niveau-là. Mais c'est ce que je vois du côté de cette série-là. Donc, ça, c'est pour la première série. Ensuite, entre Winnipeg et Nashville. Nashville, honnêtement, on n'en parle pas assez souvent. C'est à peu près une des équipes les plus boostées de la Ligue. McKinnon, Tavares, Nugent Hopkins, Teravainen, Patrick Kane, Wayne Simon, Mikko Rantanen, Brendan Gallagher. Gallagher, ça n'a rien, mais c'est un marqueur de 30 buts maintenant. Rantanen, quelle saison de feu. John Klingberg à défensive. Bon, Vlasic se cherche plus, mais Mark Giordano, incroyable. Aaron Ekblad, Tuukka Rask, puis plein de bons jeunes, puis des choix, puis... Non, dans le cas de Nashville, moi, je vois des choix, je voulais dire plutôt, bon, il y en a plus ou moins, là, mais je veux dire, il y a une bonne jeune équipe, le noyau est jeune. Donc, c'est vraiment ce que je trouve intéressant pour Nashville. Winnipeg, c'est pas une équipe boostée, c'est une équipe plutôt qui a été étudiée dans un laboratoire par notre Clumsy national là, à maintes et maintes reprises, mais c'est une équipe hyper complète. Patrice Bergeron, qui a autant de scoring que de défensive. Puis Victor Advilson, qui vient vraiment fitter dans son cadre. Puis je pense qu'Advilson va être vraiment important dans cette série-là. Ça va être un joueur à surveiller avec Bergeron. Cette ligne-là est capable de stopper n'importe quoi puis de marquer des buts en plus. Fait que c'est très difficile de jouer contre eux. Juste pour ça, j'aurais tendance à les favoriser. Même si je trouve sur papier, Nashville est plus excitant, je trouve que Winnipeg est plus complet, mieux outillé pour les séries. Une équipe plus grande, aussi plus robuste. Je m'attends juste à voir ça. Puis je pense que Quick va avoir le devant sur Rask. C'est mon feeling, mais c'est deux excellents gardiens. Mais ça va aller loin, cette série-là. Ça va pas aller en 7 par contre. Ça va aller en 6. Ça va aller en 6. Winnipeg en 6 de ce côté-là. Donc ça, c'est pour notre série numéro 2 dans la conférence de l'Ouest. Si maintenant, je dis conférence de l'Ouest, je sais maintenant que c'est les divisions, mais regardez, j'y vais avec la conférence de l'Est. Puis de l'Ouest, je suis old school. Puis d'ailleurs, j'espère que la Ligue nationale va revenir avec cette formule-là. Troisième série, les Stars contre les Oilers. Les Stars, toujours surprenants. Chaque année, une bonne équipe. Mike Hoffman, mais là, j'ai vraiment hâte de voir un joueur pleinement coté en Sébastien Aho. Je pense qu'il va vraiment apporter quelque chose de super bien l'année prochaine. Quel joueur, là, pour l'avoir gardé à quelques reprises cette année. Là. C'est tout un joueur. Puis bravo à Régent d'avoir repêché Thomas Chabot, d'avoir repêché Sébastien Aho. Vraiment, juste ça, là, c'est la base d'une équipe très, très forte. Le vétéran Pavelski à Dallas, Mike Hoffman, Adam Henrique, Brock Nelson, Franz Nelson. Beaucoup de profondeur. Mais comment ne pas y aller pour mon ami Sergei Bobrovsky devant le filet et Alexander Ovechkin avec Mark Sheffield
pour les Oilers. Je pense que c'est une force de frappe. On a passé à un but de remporter la Coupe Stanley. Je sais, ça fait mal. Euh, Puis cette année, je pense juste qu'on va continuer et on va aller de l'avant. Donc pour moi, c'est une série qui va quand même plus serrée qu'on le pense. Ça ira pas juste en 5. Mon cœur me dit en 5, mais ma tête me dit euh, en 6. Je pense que ça va se terminer en 6 pour les Oilers d'Edmonton. Désolé, Régent. Écoute, si tu te rends plus loin, je vais être content aussi, mais selon moi, c'est les Oilers qui vont passer de l'avant. La dernière ronde, les Sharks contre les Kings. Les Sharks, Crosby, Austin Matthews, Tyler Seguin. Je vais arrêter d'en nommer d'autres, là, mais il y en a d'autres aussi à San Jose. Les Kings, c'est l'équipe avec tout le temps les vétérans. Euh, tu sais, les genres de vétérans qui étaient bons il y a 3 ans, qui sont encore bons, mais moins qu'avant. Tu sais, les Nick Foligno. Euh, Mike Fisher, bon, là, on s'entend que lui il est juste plus bon, là, il est à la retraite. Mais Tyler Toffoli, Nick Leddy commence à perdre une coche. Jonas Brodin commence à perdre une coche. Craig Anderson a perdu quelques coches. Peter Mrazek, mais ça marche quand même. Malgré ça, on performe. Donc, les Kings ont toujours une chimie super forte. Puis Seth Jones, qui est toujours leur pièce en défensive. Puis Philippe Danault, 73 points. Mon Dieu, j'adore la monnaie ligue pour les joueurs canadiens. Philippe Danault et Andrew Shaw à 73 et 78 points. Si on avait ça, là, je pense que la game de jeudi contre Columbus, ça ne serait pas si importante que ça dans la Ligue nationale. Mais bon. On était chercher Brandon Saad, que je trouve c'est une bonne addition. Euh, mais ça n'empêche pas que les Sharks sont juste trop forts. Mais même s'ils sont trop forts, ils ont déjà perdu. À cause de ça, je vais y aller pour en 7, mais les Sharks. J'ai pas le choix de prendre les Sharks. C'est juste une équipe trop supérieure. Mais en même temps, l'historique me fait que les Kings ont souvent donné de la misère aux Sharks. Mais j'y vais avec les Sharks en 7. Donc, les gars, c'est pas mal mon résumé des playoffs pour la première ronde. Désolé si j'ai pas été en mesure de le faire avant ça. C'est peut-être ma version un petit peu plus rush. Il y a une heure de lunch qui est quand même comptée. Donc, il y avait un temps à respecter. Donc, voilà. Si j'aimerais répéter l'expérience pour la ronde 2, s'il y a des points que vous pensez que je devrais faire, n'hésitez pas. Donc, voilà. Salut.